Alors, à quel âge avez-vous fait votre coming out initial et comment s'est-il déroulé? Ouais. Toi, Jean-Pierre, dis-moi tout. Dis-moi tout. À l'époque de ma génération, la double vie, c'était... Je connaissais à peu près personne à l'époque qui ne vivait pas plus ou moins une double vie. Donc moi, j'ai eu une fiancée vers 17-18 ans, avant d'aller en Angleterre, à Londres. Je suis tout à fait conscient aujourd'hui que j'allais à Londres pour ça. J'avais besoin d'exploser. J'étais une espèce de coquille d'œuf psychologique dans laquelle se trouve un volcan, mais je n'étais pas encore conscient. C'était quelque chose d'extraordinaire, ouais. Où j'ai pu mettre des mots sur ce que je ressentais par rapport à mon homosexualité naissante. Et donc j'avais 18 ans, ouais, en gros. Également, un peu comme toi, depuis tout petit, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose en moi, mais sans jamais pouvoir mettre des mots dessus. Première relation sexuelle avec un homme, je l'ai eu relativement tôt, hein, donc j'avais beau avoir des relations sexuelles avec des hommes, hein, j'étais encore adolescent. D'un autre côté, je réfutais complètement cette partie de moi, donc c'était un peu, là déjà un peu double vie, où je couchais avec des garçons, mais après en dehors, dans ma vie de tous les cours, exact, complètement, n'importe quoi. J'étais presque prêt à vivre une double vie quand j'étais plus jeune. Toi aussi. Je me disais que c'était tout à fait possible de pouvoir faire ça. Ça fait peut-être 3-4 ans que j'ai vraiment décidé de m'affirmer. Une fois que je suis tombé amoureux pour la première fois, c'est vrai que ça fait un peu un petit déclic aussi. Et bah là, du coup, je dirais que ça fait depuis cette année que je suis à 100% épanoui dans ma vie, où je découvre un peu toutes les facettes de ma personnalité à ce niveau-là. Donc là, j'ai commencé le chant, j'ai commencé le théâtre, j'ai commencé le drag queen aussi. Et puis, ouais, j'ai décidé que je voulais être authentique, je voulais pas ressembler à d'autres personnes que je ne suis pas forcément. À la base, en fait, j'avais pas envie de faire de coming out. C'était quelque chose pour moi qui me paraissait, en fait, qui me dérangeait parce que j'ai jamais entendu un hétérosexuel faire un coming out. Tout à fait. De dire à ses parents, maman, papa, j'aime les femmes. Et j'aurais voulu en fait avoir un copain à Genève ou comme ça, et puis débarquer un jour à une réunion de famille ou à une soirée avec des potes, avec mon copain, puis dire bah voilà, c'est mon copain. Ce coming out, moi je ne l'aurais jamais fait s'il n'y avait pas eu les femmes qui déjà depuis 50 ans avant nous, s'il y avait les Noirs aux États-Unis qui revendiquaient pour leurs droits. On est dans une filiation, dans un mouvement quasiment de continuation par rapport à ces droits fondamentaux qui sont réclamés par les femmes d'abord, et encore aujourd'hui, et puis par la communauté noire américaine à l'époque. À quand remonte votre première marche de fierté? C'était où et qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir? Alors, des marches de fierté, j'en ai fait une telle quantité, ici et ailleurs. Si je ne fais erreur, on est donc ici à Genève en 77-78, c'est avant qu'on fasse le premier festival du film gay à Genève. Et il y avait une manifestation donc, du 1er mai. Et on avait décidé qu'on allait faire partie de cette manifestation. On était 5-6. Hein. Il y avait les gens du 1er mai, ils étaient 50 mètres avant nous. Les autres étaient 50 à 100 mètres derrière nous parce qu'ils ne voulaient quand même pas qu'il y ait cette proximité. Ça, c'est mon premier souvenir à la fois de visibilisation et puis en même temps d'exclusion parce que finalement, on voulait être avec eux. Pour moi, c'était en 2019. Et après, depuis, chaque année, je les ai refaits. Mais c'était une des étapes qui m'aidait aussi à m'accepter et à m'assumer pleinement. Mais après, ouais, de nouveau, en fait, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir les mêmes droits que n'importe quel citoyen hétérosexuel, en fait. Laissez-nous juste vivre notre vie de la façon dont on veut la vivre et laissez-nous être heureux, en fait. C'est surtout pour ça. Alors, en quoi les pandémies du VIH, SIDA et de la variole du singe ont-elles influencé vos relations intimes? Personnellement, pas énormément en tout cas, pour ma part. Il y a eu des personnes avec qui je discutais au moment où il y a eu cette variole du singe qui me disaient est-ce que tu as couché avec quelqu'un dernièrement? Ça, non, pourquoi? Parce qu'avec la variole du singe, c'est hors de question qu'on se voit si dans les 10 derniers jours tu as fréquenté quelqu'un. Non. Après, VIH, SIDA, moi je me suis déjà souvent fait des petites paranoïas, des choses comme ça, parce que voilà,
une fois en étant bourré, tu mets pas le préservatif, sûr, ou bien bien sûr. le préservatif qui casse quand tu as un rapport ou comme ça. Et du coup, cette paranoïa de j'ai peut-être le sida, enfin, alors que je pense que les hétéros pensent beaucoup moins à ça que nous. Alors moi, c'est un gros sujet. Moi, je suis concerné par le VIH depuis 30 ans. Je devrais être mort depuis donc, à peu près 25-26 ans. À l'époque, c'est les années de survie qu'on nous proposait. Donc je suis, oui, je suis un survivant à long terme. Et être séropo à cette époque-là, j'ai fait beaucoup d'accompagnement de gens qui sont tous morts de sida, ici à Dialoguer, à partir de 80, donc 3, 94, on ne parlait plus que de ça. Le sida, c'est après 10 ans, hein, c'était enfin, l'explosion, la jouissance. Notre appétit était immense, quoi. N'était fait que de, on va dire, de plaisir et de jouissance et de sexualité, etc., etc. Donc tout ça, évidemment, ça a fait tomber le soufflet de ce souffle de mai 68 art et puis de la libération LGBT. Je me souviens que de Michael Heusermann, qui est un des cofondateurs de Dialoguer, me disait, en rentrant des États-Unis, c'était en 82, tu sais Jean-Pierre, je crois que la récréation est terminée. Il revenait des États-Unis, il avait une longueur d'avance largement sur les informations que moi j'avais à l'époque, etc. Et effectivement, la récréation était terminée. Je me demande souvent, que reste-t-il de, entre guillemets, notre histoire dans les mémoires de la jeune génération qui est la tienne? Je pense que la toute nouvelle génération actuelle est mieux renseignée que ma génération à moi. Ah, peut-être aussi. Parce que ouais. on en parlait tellement peu que, en tout cas, historiquement, moi, la seule chose que j'avais vue quand j'avais 18 ans, ma dernière année à l'école de commerce, c'était le film Harvey Milk. Oui, Harvey Milk. Ouais. Oui, bien sûr. Et du coup, je crois assassiné. voilà, tout à fait. Et je crois que c'est vraiment un discours incroyable. Mais j'avais adoré, mais après, c'est vraiment, je crois, la seule chose vis-à-vis de la communauté LGBT que j'ai pu voir pendant mon cursus scolaire. Comment faites-vous? Avez-vous fait des rencontres amicales, amoureuses avec des personnes gays? Mon expérience m'a montré que j'ai rencontré des gens superbes, mais dans le sauna le plus immonde. J'ai rencontré des gens superbes dans des tasses les plus répugnantes. J'ai rencontré des gens superbes dans des endroits ce qu'on appelle les plus improbables à l'époque. Et puis ensuite, les bars, bien sûr, forcément. D'abord, il y avait un nombre incroyable de bars à l'époque, parce que c'était les seuls endroits où on pouvait à peu près discrètement se retrouver. Et puis, j'ai l'impression que je ne sais pas ce qui se passe maintenant, mais les parcs, pendant la baie saison, ça grouillait de rencontres, c'était absolument impressionnant. J'ai l'impression que c'est plus tout à fait comme ça aujourd'hui, mais peut-être que toi, tu peux m'affirmer ça. J'ai l'impression que c'est hyper compliqué de rencontrer des gens. Aujourd'hui, si on n'a pas justement d'application de rencontre, moi je suis pas du tout là-dessus parce que je l'ai été pendant longtemps. Et je trouvais que c'était des applications relativement toxiques. Sur certaines, comme Grindr typiquement, il y a un peu une déshumanisation des gens. C'est vraiment la boucherie, quoi. Moi, c'est toujours, pour son ego aussi, je trouvais que c'était pas, c'est dur, c'est pas top. Et puis après, moi, je me suis fait énormément d'amis gays à l'armée, du coup, pendant mes cours de répétition. Et la plupart, c'est mes meilleurs amis actuels maintenant. Je dirais que il y a peut-être beaucoup plus de personnes qui s'assument maintenant, donc du coup, on a une plus grande visibilité un peu partout. Mais c'est vrai que c'est totalement possible. Chez nous. Oui, voilà, exact. Et puis en fait, je me dis, c'est pas parce que je suis pas dans un bar gay que j'ai moins de chances de rencontrer quelqu'un de gay. Alors c'est clair qu'en allant dans un bar gay, les chances sont beaucoup plus hautes. Mais je pense pas que je ne pourrais pas rencontrer quelqu'un en allant dans un bar, à l'école de médecine ou à Carouge ou n'importe où. Mais parce que les homosexuels sont partout, de toute manière. Donc forcément, les rencontres peuvent aussi se faire ailleurs. Ouais. Avez-vous déjà vécu des discriminations, voire des violences sur la base de votre orientation? Oui, bien sûr. Principalement quand j'avais 15 ans, du coup.
J'étais en première année de l'école de commerce et du coup, tous mes camarades de classe, à part environ 4 personnes, quelque chose comme ça, ont décidé de me poser l'étiquette d'homosexuel. Et du coup, c'était tous les jours en classe, dans les couloirs, même des petites bousculades ou comme ça, et devant les enseignants surtout qui... Ça me fait mal. Ouais, et les enseignants qui disaient absolument rien en fait, qui laissaient ça se passer sous leur nez. Et puis après, pareil, je viens de la campagne genevoise, donc là-bas aussi c'est très homophobe, raciste, on va dire. Et puis je sais pas, en attendant à l'arrêt du bus, des voitures qui passent et on te hurle « sale pédé » ou des choses comme ça. Mais ouais, vraiment grosse discrimination, mais jamais de violence physique en tout cas. Par rapport aux discriminations, j'ai heureusement, je ne sais pas, au fond, je me suis souvent posé la question, pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas été physiquement discriminé, en tout cas pendant ma période d'adolescence, mais ensuite je l'ai vécu à travers mes engagements. Hein. Donc par exemple, au niveau de... Donc j'ai décidé de devenir prof, et puis je devais passer par la case nomination. Je rappelle qu'à Genève, la discrimination allait jusqu'à, pour les homosexuels, pas de boulot, donc pas de certificat de bonne vie et mœurs, donc pas de travail, donc pas d'appartement, etc. Ça, c'est de la discrimination institutionnelle, enfin crasse. Quoi. Donc il n'y a pas besoin d'être tabassé pour avoir une discrimination, pour subir des discriminations institutionnelles qui étaient extrêmement nombreuses à l'époque ici à Genève, et encore bien pire ailleurs. Et alors, comme discrimination physique, j'ai comme vécu quelque chose qui... je me suis comme fait tabasser, entre guillemets, une fois. Alors, la douleur physique, c'est une chose dans ce cas-là. Mais il y a la douleur morale. Et ce qui m'a fait le plus mal, ce soir-là, c'est que quand j'ai décidé que... ça ne s'est pas produit, je l'ai fait le lendemain. J'étais à Karl Bock, donc au poste de police de l'époque. Et j'ai été porté plainte. Et à l'époque, la manière dont ces flics nous regardaient, mais quelque part, mais c'est bien fait pour toi, le rire moqueur, le côté méprisant de ces gens, ça a été pour moi beaucoup plus douloureux que tout le reste. J'ai l'impression que la communauté gay, en tout cas chez les hommes, il faut quand même rester dans un certain moule, parce que j'ai appelé ça un peu le moule hétéro, où en fait, plus on ressemble à un hétéro et plus on va plaire. Absolument. Alors que, enfin voilà, c'est un peu une hétéronormativité et en fait c'est quelque chose qui me déplaît, ou dans le sens que en fait, qui est-ce qu'on est et je comprends pas pourquoi en fait, voilà, certaines fois j'ai pu être j'entends très bien ça. un peu, on m'a un peu mal regardé ou mal parlé, même dans une soirée gay parce que je portais du maquillage et parce que j'étais pas le gros bonhomme qui débarquait en soirée, quoi. Les droits basiques, on les avait pas. Hein, donc certificat de bonne vie et mœurs, ça signifiait pas de boulot, donc pas d'emploi, donc pas de salaire, donc pas d'appartement, etc., etc. Voilà. C'est de là qu'on vient. Donc, alors forcément, quand je vois tout ce qu'on a mis en place en 40-50 ans aujourd'hui, en termes de visibilité, moi, franchement, à 15 ans, 15-20 ans, si j'avais pu imaginer, j'en rêvais, bien sûr, mais qu'un jour je puisse, moi, vivre, je vis avec un compagnon depuis 30 ans, une vie ouverte d'enseignants gays, mais gays, parce que, évidemment, imaginez un enseignant gay, rien que cette formule-là, personne n'aurait engagé comme ça, naturellement, spontanément, quelqu'un qui vient frapper à la porte et voilà, voilà mes diplômes, je suis enseignant gay, je suis militant, etc. Maintenant, donnez-moi un job, etc. À l'époque, c'était évidemment tout à fait impensable.